se retrouve donc pour voir un peu avec un peu plus de détails les branches du droit. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur le droit public pour voir dans un premier temps le droit international public par opposition au droit privé. Et après, voir les branches du droit public avec un peu plus de détails avant d'aller vers le droit privé. Donc le droit public, comme on l'avait précisé, se caractérise par la présence de l'État. Chaque fois qu'il y a l'État quelque part en tant que puissance publique, c'est-à-dire qu'elle fait valoir sa volonté et qu'elle essaie d'imposer sa volonté, on est devant le droit public. Même quand l'État intervient en tant que personne privée, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas son statut d'État, mais comme un individu particulier, à ce moment, elle relève, comme on a eu l'occasion d'expliquer, du droit privé. Mais si elle fait valoir deux éléments essentiels, l'intérêt général, et elle menace d'utiliser les prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire d'utiliser son autorité pour imposer quelque chose, on est dans le droit public. Et on a eu l'occasion d'expliquer aussi que le droit public, justement parce que l'État est omnipuissant, il en organise le fonctionnement et l'action de façon à protéger les individus. Pas à renforcer l'État. L'État, il est déjà puissant. L'administration, ils sont déjà puissants. Donc, il en organise le fonctionnement pour protéger les individus et les groupes d'individus. Donc, l'État, en tant que sujet ou objet, paraphone au moteur. Le droit public se caractérise par la présence d'État comme partie au sujet de l'action juridique. L'État souverain représentant l'intérêt général et détenteur de la puissance publique. Au sein de cette branche du droit, la distinction, comme on l'a eu l'occasion de se préciser, fait entre le droit public international et le droit public national. On a vu que le premier organise les relations entre États et les organisations internationales et entre les organisations internationales publiques. Et on verra avec plus de détails cela. Il organise dans sa version privée les relations entre individus mais de nationalités différentes et leurs intérêts. C'est pareil, l'héritage, le partage des bénéfices des sociétés, le paiement des impôts, tout ça rentre dans le droit international privé. Les relations entre organisations internationales publiques et les États entre elles, c'est le droit international public qui s'en préoccupe. Le droit national public s'occupe, lui, de l'organisation de l'État à l'intérieur même de l'État. Donc le sujet ici, c'est le droit international public. Ce droit définit les attributs de l'État, juridique de l'État. C'est-à-dire que la définition, il commence par la définition, c'est comme la Constitution, elle nous définit l'État avant de définir le principe de fonctionnement de l'État. Ben, le droit public, c'est pareil, international. Le droit international public, il commence justement par définir ce que c'est un État. Parce que tout le monde, tout groupe ou groupement ne peut pas dire « je suis un État ». Il faudra qu'il réponde aux critères établis par le droit international pour être reconnu comme un État. Et c'est pareil pour les organisations internationales. Seulement les États, c'est la base du droit international. C'est eux l'élément clé et essentiel. Pourquoi? Parce que l'autre facteur, l'autre objet du droit, l'autre sujet du droit international, il est la création des États. Ce n'est pas une entité d'origine, c'est une entité seconde, créée par les États qui se regroupent, ils créent une organisation internationale et après ils lui donnent la personnalité juridique adéquate pour qu'elle puisse agir en toute liberté et selon des principes précis. Donc il définit l'État et il nous dit comment elle est faite et qu'est-ce qui constitue un État. Donc il définit les attributs juridiques des États et les organisations internationales, il nous dit les sujets, il en organise après et oriente les relations.
D'abord, il était d'inspiration coutumière dans le temps. Et au fur et à mesure, il est codifié. Les règles du droit international public sont codifiées. Comment? Ben, c'est simplement les traités. Signés entre États. En quoi consistent ces traités? Ben, des comportements possibles de chaque État à propos d'un sujet ou d'un autre. À partir du moment qu'on se met d'accord pour agir dans un sens ou dans un autre sur un sujet, on s'impose des règles. C'est ce qui constitue le droit international. Et quand il y a conflit et il n'y a pas de règles écrites qui correspondent à ce conflit, à cette situation, on va chercher dans la coutume. On va chercher comment on faisait avant qu'il y ait des traités. Comment les gens faisaient, les États faisaient. Et c'est pareil, comme dans le droit interne. La jurisprudence intervient, les juges, les arbitres interviennent, quelquefois pour développer de nouvelles règles à partir des textes écrits, des règles déjà existantes et des coutumes établies, des coutumes reconnues depuis longtemps dans les solutions des conflits. Donc, le droit international, il est constitué de traités, soit bilatéraux entre deux États, soit multilatéraux entre plusieurs États. Et donc chaque fois qu'il y a un conflit, on va chercher dans les traités qui constituent, qui organisent les relations sur tel sujet, ou le sujet du conflit, l'objet du conflit. Le sujet du droit international, donc, ils sont de deux ordres, les États et les organisations internationales. Il y a deux éléments qui interviennent au niveau international, qui ont une stature, c'est-à-dire une envergure internationale, mais ne correspondent pas au sujet du droit international. Au contraire, ils peuvent être sujets de droit international dans le sens objet. Mawdu', walisa taraf. Donc ils peuvent être sujets au sens objet. Mawdu', et non pas sujets dans le sens taraf. Ce sont les multinationales et les associations non gouvernementales. Ces deux entités, ils ont une envergure, c'est-à-dire internationale, qui recoupe quelquefois, englobe toute la planète. Mais ils ne constituent en aucun cas partie du droit international. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les éléments, justement, reconnus par le droit international public. Elles répondent donc à quoi? Automatiquement, si elles ne répondent pas au droit international public, elles répondent au droit international privé. Au droit privé. C'est lui qui gère, parce qu'une association d'envergure internationale, ça reste une association, elle relève du droit privé. Une multinationale, même de grande envergure, ça reste une entreprise privée, et donc relève du droit privé. Et de ce fait, elles peuvent faire objet du droit international public, c'est-à-dire les organisations internationales, les États et les organisations internationales peuvent codifier, écrire des règles qui s'imposent aux multinationales ou qui s'imposent aux associations non gouvernementales, mais elles ne peuvent pas traiter d'égal à égal. En aucun cas. Donc seules ces deux entités constituent les parties du droit international, les uns et les autres. La première catégorie, donc, c'est les États. Pour être reconnu par le droit international, un État doit avoir ou remplir les conditions nécessaires établies par ce droit, justement. Il doit avoir trois éléments. Un territoire, une population. Et ça semble aller de soi. On ne peut pas prétendre avoir un État si on est sur une comète. Il faut avoir un territoire précis. Mais être sur un territoire précis, avoir un territoire précis, ne signifie pas pour autant que je vais prétendre au statut d'un État.
un État organisé. Non. Il faut une population, autrement dit un peuple. Donc il y a un territoire et un peuple. Et avoir une population et un territoire sur un territoire, une population sur le territoire et la population sur le territoire ne signifie pas pour autant que je peux prétendre au statut d'un État. Il faut un troisième élément, et c'est le plus important, parce qu'on peut trouver l'un et l'autre facilement. Le troisième, c'est lui qui pose problème. Un pouvoir politique organisé et souverain. Autrement dit, il faut qu'il y ait un pouvoir politique organisé de façon à ce qu'on sache qui fait quoi au sein de ce groupement, de cette organisation. Qui décide, c'est qui l'interlocuteur par rapport aux autres États, aux organisations internationales. Organisé et souverain. Donc il y a une organisation politique et de façon à ce qu'on puisse savoir qui fait quoi au sein de cette organisation. L'interlocuteur au cas de négociation, mais aussi il faut qu'il soit souverain. Autrement dit, que cette organisation elle doit être la seule qui représente cette organisation politique. Donc elle représente la population et le territoire et l'organisation au-dessus qui regroupe la population sur le territoire. Elle doit avoir la seule, c'est-à-dire d'une façon plus simple, elle doit avoir le monopole de la force. Elle doit avoir le monopole de la force. Un État où il existe des groupes armés, on peut difficilement lui reconnaître le statut d'État. Parce qu'on ne sait pas qui va arriver au pouvoir, qui va prendre le pouvoir. Bien sûr, quand l'État existe et il y a une contestation, l'important là, en tant qu'économiste, vous devez savoir, c'est qu'il perd de son crédit s'il y a contestation armée. Parce que la contestation civile, c'est le jeu démocratique. Et même, il est souhaité. C'est un symbole de vivacité, de développement. Par contre, la contestation armée pose problème, comme je l'ai dit, de crédibilité. Et donc, par conséquent, l'enjeu est très important économiquement. Comment? Ben, quand vous allez signer un contrat avec un autre État, avec une multinationale, avec des entreprises, on va vous dire, il y a risque, c'est-à-dire il n'y a pas une sécurité assurée. Vous ne pouvez pas assurer ma sécurité. Et donc je dois contracter des assurances à droite et à gauche, je dois me méfier, je ne peux pas m'engager à 100%. Et c'est quoi? Automatiquement, ce sont les taux d'intérêt qui vont augmenter. Les sociétés vont vous imposer des conditions parce que vous ne pouvez pas leur présenter la sérénité nécessaire pour le commerce et l'entreprise. C'est ça l'important. Mais aussi dans d'autres domaines, si on prend l'exemple palestinien, souvent on se pose la question, ou les gens se posent la question, pourquoi à Gaza on envoie sur Israël un pétard, quelque chose qui fait boum, mais qui n'a aucune conséquence, n'a aucun enjeu stratégique. D'autant plus que la réplique peut être très douloureuse, violente. Ben c'est juste, c'est-à-dire l'explication simple, c'est que juste le mouvement qui réside à Gaza vous rappelez que l'autre organisation de l'autre côté, en Cisjordanie, ne représente pas le peuple palestinien. Elle n'est pas le seul représentant du peuple palestinien. Et donc, elle ne peut pas prétendre à être souverain, à la souveraineté sur le peuple palestinien. Il y a contestation. Et pour Israël, ça l'arrange. Parce que si on lui dit pourquoi vous ne négociez pas, je vais négocier avec qui? Avec l'un ou avec l'autre? Chacun réclame l'indépendance et l'autonomie, chacun réclame la représentation du peuple palestinien. C'est tout l'enjeu du droit ici.
internationale. Il n'y a pas violence, donc il y a souveraineté de l'État. Il y a des contestations violentes. La souveraineté de l'État est contestée. Et de ce fait, elle est prise en considération par les États étrangers, les organisations internationales et même les acteurs privés, comme les entreprises. Il n'y a pas de sérénité donc, pour le commerce et pour l'industrie, pour l'entreprise. Donc il faudra, si on doit intervenir, il faudra nous donner des garanties autres, à savoir, on s'engage, on investit avec des taux d'intérêt importants, vu le risque, parce que la contestation peut arriver au pouvoir, et dans ce cas dire que moi, vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre, moi ça ne me concerne pas. Il peut y avoir des violences qui détruiront nos installations et tout le reste. Donc, ça coûtera trop cher à l'État. Et de ce fait, l'obligation est faite pour l'État, les États, justement, de chercher la négociation, de façon à ce que chacun puisse s'exprimer, et c'est ce que le droit positif essaie de garantir au sein de l'organisation étatique, c'est-à-dire organiser la négociation au sein de la société pour mieux organiser la négociation avec les autres groupes extérieurs, soit États, soit des organisations internationales, soit des entreprises. Donc les trois éléments constituent un État. La souveraineté donc veut dire que l'État doit être maître de sa volonté et de son territoire et sa population. Cette maîtrise est supposée être le fruit d'un consensus qui laisse à l'État le monopole de la force et son utilisation dans le cadre établi par le droit. C'est pour cela qu'il est appelé un État de droit. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que l'État pour qu'elle soit souverain, il faut que l'État soit capable d'utiliser d'une façon unilatérale la force. Il n'a pas une force qui s'oppose à lui sur son territoire. Il a le monopole de la violence. Mais ça ne veut pas dire l'anarchie. Ça ne veut pas dire la dictature. Parce que ce sont des statuts différents dans la relation internationale. Vous êtes un État démocratique, vous avez plus de respect dans les négociations au sein de la scène internationale que quand vous êtes un État dictatorial. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Seule la sérénité, la pérennité assurée par la démocratie peut donner l'assurance aux autres, à l'étranger. Et de ce fait, la reconnaissance de l'État. Mais comme je l'ai dit, la violence, on ne peut pas dire la violence, la force donc, que l'État maintient, que l'État garde pour elle, elle a le monopole, elle ne l'utilise pas n'importe où. Elle l'utilise, comme on a eu l'occasion de le dire, mais superficiellement, dans le cadre du droit, et le droit constitutionnel et le droit administratif, comme on le verra. C'est eux, ces droits, qui gèrent, qui établissent les possibilités de l'usage, non pas à ce moment-là on ne dit pas la force, mais des prérogatives de puissance publique. C'est-à-dire justement les moyens de force que peut utiliser l'État, mais dans un cadre juridique, légal. Notons également que l'État survit à ses représentants physiques et ses droits et ses obligations se prolongent en conséquence dans le temps. On avait dit que l'État, il a la personnalité morale, donc il n'est pas attaché à la personne du souverain, du président ou d'un groupe ou d'un général. Non. Les individus passent et trépassent, la personnalité morale de l'État demeure. Et de ce fait, l'absence de l'individu, la disparition d'un individu, d'un représentant de l'État, n'affecte en rien les droits et les obligations de l'État. C'est ça le plus important. C'est la conséquence importante de la personnalité morale publique de l'État.
un président est là, il s'en va, il y a un autre qui arrive, l'État reste responsable de ses droits et de ses obligations vis-à-vis des autres États et vis-à-vis de ses concitoyens. Ça demeure. Les individus passent et trépassent, la personnalité morale continue et demeure. Le droit international se préoccupe après et organise la succession de ces sujets. C'est une garantie pour la pérennité des relations internationales. C'est-à-dire que le droit international, non seulement il a organisé la vie des États d'un point de vue, c'est-à-dire politique, mais aussi, quand je dis politique, c'est-à-dire dans les droits et les obligations qu'elle doit donner et reconnaître à sa population, mais aussi à l'extérieur, aux autres États et aux autres groupes, les immigrés par exemple, les binationaux, les différentes religions, les personnes laïques, et ainsi de suite. Mais ici, il doit se préoccuper de la succession des États. C'est-à-dire, si un État, on a un État qui s'appelle X et qu'il y a un chamboulement, un changement total, du genre Rabi al-Arabi, le printemps arabe, et qui change une organisation étatique, de façon à ce que le nom même change de l'État. Le Zaïre, c'était un État qui s'appelait, il y avait un État qui s'appelait le Zaïre. Après, il a eu une autre dénomination. Est-ce que ça veut dire que les droits et les obligations de l'État zaïrois ont disparu? Ben non. Le droit international, justement, comme dans le droit privé, il organise la succession, l'héritage. Le nouvel État récupère les droits et les obligations de l'État qui l'a précédé. Sans quoi, personne ne lui fera confiance. S'il dit, moi je me délaisse, je renie les crédits, par exemple, contractés par l'État précédent parce que je suis un État nouveau, personne ne le reconnaîtra. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est trop facile. Et en plus, un État n'a pas que des obligations, il a des droits. Et s'il doit réclamer ses droits, ben, il faut reconnaître aussi les obligations. Et quelquefois, ça pose, mais d'un point de vue politique, pas juridique, du contentieux. Par exemple, il y a de l'argent iranien qui était placé en Iran, aux États-Unis, et le changement en 1979 du régime au sein de l'Iran, les États-Unis disent, on ne reconnaît pas cet État, donc on ne vous laisse pas, on ne vous donne pas l'accès à l'argent de l'État précédent, l'État perse. L'État iranien, il y avait l'État perse. Ce n'est pas la même chose. Et c'est un déni de justice. C'est une position politique, ce n'est pas une position juridique. La preuve, la justice internationale a donné raison aux Iraniens, pas aux Américains. Et après, ils ont insisté. Mais comme je l'ai dit, c'est une position politique qui n'a rien à voir avec le droit. Donc il organise la succession des États pour mieux assurer la pérennité des relations internationales. Autrement dit, je m'engage avec un État, je suis un État, je m'engage avec un autre État. Je sais que dans tous les cas, le droit me protège dans mes droits, mes obligations. Et de ce fait, je n'ai pas de crainte. On donne aussi l'exemple de cette succession des États européens. Ils sont plusieurs. Chacun, il a des droits et des obligations vis-à-vis des autres États, mais aussi au niveau international, vis-à-vis de l'ONU, vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis du Tchad, du Japon et de la Chine, et ainsi de suite. Chacun, il a des droits et des obligations envers les autres. Et tant que l'Union européenne est une collaboration entre États, c'est pratiquement une union confédérée. Ce sont des États qui mettent ensemble, qui réunissent leurs moyens pour essayer d'avancer, d'aller de l'avant et surtout de maximaliser, de rentabiliser leur activité au maximum dans tous les sens, dans tous les termes et dans toutes les dimensions. Mais ils ne sont pas arrivés au stade
où chaque État s'efface vis-à-vis de l'État fédéral, parce qu'il y a une distinction qui se fait entre les États confédérés et l'État fédéral. Les États confédérés, c'est une union d'États confédérés, c'est-à-dire une union d'États qui travaillent en commun accord, qui travaillent ensemble, et essaient d'établir une politique qui prend en considération les intérêts des uns et des autres, mais chacun garde son autonomie et son indépendance vis-à-vis de l'intérieur, au sein de l'Union, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Autrement dit, ils ont une représentation dans les relations internationales, ils ont des ambassadeurs, ils ont une représentation au sein de l'ONU et dans les organisations internationales. Chacun y parle de sa voix. C'est ce qui est le fait dans l'Union européenne. Chaque État garde sa liberté diplomatique et il ne prend en considération que les éléments internes et quelquefois on essaie de collaborer. Donc tant qu'on reste à ce stade-là, les droits et les obligations sont clairs et nets, attachés à chaque État. Mais supposons, sachant que l'État fédéral, les États membres, par exemple les États-Unis, il y avait une union des États confédérés, ils vont devenir, après la guerre civile, des États fédérés. Autrement dit, ils vont se fédérer, ils vont s'unir tellement qu'ils vont unifier leur diplomatie, leur armée et leurs relations internationales. Et de ce fait, seul l'État fédéral représente tous les États fédérés sur la scène internationale. Ils peuvent leur reconnaître chacune une autonomie interne de gestion. C'est de la décentralisation, ni plus ni moins. Mais au niveau international, seuls les États-Unis ont la parole. Ce n'est pas la Californie, ce n'est pas New York, ce n'est pas le Mexique, le Texas, pardon. L'Union européenne, elle est à mi-voie. Chacun garde son autonomie vis-à-vis de l'extérieur, mais ils avancent pas à pas vers une union fédérale. Et si un jour ils ne traversent pas, sachant qu'ils ont développé leur constitution, ils ont développé les traités d'union avec le dernier Maastricht et compagnie, qui diminue la souveraineté des États membres au profit de l'Union européenne, au profit de la Commission européenne, du Parlement européen. Ben, s'ils s'approchent jusqu'à devenir un État fédéral, les droits et obligations de chaque État, à savoir l'Espagne, la France, le Portugal, l'Irlande et cela, ils ne vont pas disparaître. Sinon, les relations internationales perdent tout leur sens. Il n'y a plus de crédibilité. Comment ça va se passer juridiquement? Ben, il y aura transfert des droits et des obligations, les deux, des États membres vers l'État fédéral. Et de ce fait, c'est l'État fédéral qui doit bénéficier des droits et s'acquitter des obligations de ses membres, de ses États membres. C'est toute la différence. C'est l'Organisation du droit international qui le veut ainsi. Et qui est... Pourquoi? Pour justement la sérénité, la pérennité des relations internationales. Donc les charges, les obligations, les droits seront simplement inscrits à la charge de l'État nouveau, le prochain. Si on y arrive un jour. La seconde catégorie est constituée par les organisations internationales. Donc on a parlé des États. On parle maintenant des organisations internationales. L'autre partie et l'autre sujet et intervenant au sein du droit international public. Les organisations internationales regroupent des États souverains par le biais d'un traité. C'est un traité qui réunit les États sur un sujet précis et qui détermine leurs devoirs et leurs droits. Il en découle que seuls les États signataires en supportent les charges et profitent des avantages. C'est-à-dire si un ensemble, 5 ou 20 États, signent un traité pour former une organisation économique, à vocation environnementale ou autre, ben, ça les engage eux qui l'ont signé. Ça n'engage pas les autres qui n'ont pas signé. C'est très important cette distinction.
Seuls les signataires, profitent des droits et on assume les charges. Parce qu'une organisation elle a besoin d'argent, de budget. Dans le traité constitutif, on va dire établir son budget, comment on cotise chacun, et après l'objet, et après l'assise, c'est-à-dire où est-ce qu'elle va installer, où est-ce qu'on va mettre à son siège, et ainsi de suite. Mais ça ne concerne que les personnes, les États qui ont signé, pas les autres. On ne peut pas obliger quelqu'un par rapport à une organisation à laquelle il ne s'est pas engagé. Donc les membres dans ce traité ne renoncent pas à leur souveraineté, mais ils reconnaissent souverainement, c'est-à-dire de leur pleine liberté, de dire que sur tel sujet ou tel sujet, je ne déciderai qu'en commun accord avec les autres partenaires signataires de ce traité. C'est toute la différence. C'est-à-dire, je ne renonce pas à ma souveraineté, mais je reconnais, c'est-à-dire en toute souveraineté, que sur tel sujet ou tel sujet, je ne ferai rien sans l'accord de mes collègues, de mes partenaires. Donc, on met notre souveraineté en commun. Ce n'est pas une négation. Et d'ailleurs, je m'engage dans le traité, il s'engage sur des sujets précis, sur des éléments précis, sur quoi va travailler l'organisation. Donc, je limite ma souveraineté en toute liberté. Et je dis, ça, quand je dis limite, ben, je dois respecter tel engagement, mais c'est moi qui ai fait le prix l'engagement. Je me suis engagé, donc je dois respecter mon engagement. Ce n'est pas une diminution, c'est-à-dire, ça n'a pas un sens négatif, non. C'est juste que je m'engage vis-à-vis des autres, et les autres, ils s'engagent vis-à-vis de moi. Il y a de la réciprocité là-dedans. C'est un des principes de droit international aussi. La réciprocité, tu fais quelque chose, je fais pareil. Je fais quelque chose, vous faites pareil. Quand on s'est mis d'accord, c'est encore mieux. Donc on organise et on oriente notre souveraineté pour travailler en commun, mettre notre souveraineté sur tel sujet en commun, et on décide en commun accord au profit de nous autres tous. Ce n'est jamais au dépens des signataires, c'est toujours au profit des signataires. Donc c'est positif. Donc les membres ne renoncent pas à leur souveraineté dans ce cas, ils s'obligent de leur prendre en connaissance de cause, en toute souveraineté. Ils contractent des engagements vis-à-vis des autres partenaires et de ce fait, ils sont tenus de les respecter. Une fois qu'on s'est engagé dans un traité, c'est comme un contrat. On est obligé de le respecter. Sinon, on n'a pas de parole. On n'a pas de crédibilité sur la scène internationale. C'est le plus important. On l'avait dit, précisé que c'est tout. L'enjeu, c'est la crédibilité d'un État, comme la crédibilité d'un individu au sein de la société. Quelquefois, le traité comporte la clause, on l'avait souligné, de la réciprocité, une mesure de protection qui permet aux États de regarder, de voir venir la réciprocité. Tu fais quelque chose, je fais pareil. Tu ne fais pas, je ne le fais pas. Et ça peut être utilisé de plusieurs façons. Mais en tout cas, dans les engagements, on peut quelquefois ouvrir une parenthèse. On s'est engagé à faire quelque chose. Par exemple, là, les États essaient de s'engager pour diminuer le rejet des gaz qui touchent à la couche d'ozone. Chaque État, il a le droit d'agir selon le principe de réciprocité. C'est-à-dire que vous diminuez les gaz que vous lâchez dans la nature, je fais de pareil. Vous laissez votre économie faire librement ce qu'elle veut. Je ne vais pas imposer de nouveaux impôts, des taxes, des obligations aux entreprises pour les rendre moins concurrentielles vis-à-vis des vôtres. Non. On va marcher pas à pas. Vous faites quelque chose, c'est-à-dire on commence tous ensemble, vous faites quelque chose, je la fais, vous ne la faites pas, je ne la fais pas. Ainsi de suite. On passe pas à pas. Bien sûr, j'ai donné un exemple qui est grave et qui concerne tout le monde, mais vous voyez dans les négociations justement à ce sujet qu'il y a des États qui disent
je peux le faire d'ici 2050. L'autre qui dira, non, moi je peux le faire à partir de 2030. Chacun commence à faire. Se donne une date butoir pour agir, mais il n'empêche que celui qui s'était engagé, par exemple, sur 5 ans ou 10 ans, il peut dire si les autres ils le font dans 20 ans, pourquoi moi je me presse? Je peux ruiner mes entreprises comme ça. Donc moi aussi je prends mon temps. C'est ça la règle de réciprocité. Tu fais quelque chose. Il y a aussi, donc, comme je vous ai dit, l'utilisation est très différente, très variée. Vous imposez à mes concitoyens le visa, je fais pareil. Vous enlevez le visa, j'enlève le visa pour vos concitoyens, les gens qui viennent chez moi, et ainsi de suite. Donc le traité fondateur de l'organisation internationale doit préciser l'objet de ce groupement et les activités prévues. On n'arrive pas et on dit qu'on a fait un traité, on signe qu'on va faire une organisation internationale et c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Il faut dire l'organisation qu'on va faire établir, voilà son nom, voilà son objet, voilà de quoi elle va s'intéresser. Elle peut avoir une activité diverse, générale, comme l'ONU par exemple, s'occupe de tout. Elle peut avoir quelque chose de spécifique, s'occuper juste de l'agriculture, de l'enseignement, de la pêche, des télécommunications. Donc elle peut avoir un champ d'application universel, elle touche à tout, mais elle peut avoir un objet précis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il faut spécifier son budget. Parce qu'une organisation internationale de droit public, elle doit avoir une personnalité morale publique. Et la personnalité morale, ça veut dire quoi? C'est l'autonomie, l'indépendance. Elle doit agir, s'imposer aux autres, aux États membres, parce qu'elle est plus importante. Elle constitue la volonté générale de plusieurs de 20 ou 100 ou 200 États. Donc elle s'impose pour que les ne soient pas influencés par un État ou un groupe d'États, il faut qu'elle soit autonome, indépendante financièrement. Donc il faut établir son budget. Et ça, comment on le fait? Ben, on dit, par exemple, souvent, on dit, nous autres signataires, on va donner 1%, 0,5%, 0,3% ou 1,5% ou 5% de notre PIB, le revenu intérieur brut, national brut. Voilà ce que je vais donner chaque année à cette entité. Et souvent, on le calcule à ce moment-là, c'est-à-dire on fait un pourcentage, et selon les moyens de chaque État et le PIB de chaque État, l'importance de la participation. Vous avez remarqué dernièrement, la participation des États-Unis est importante dans les organisations internationales parce que, justement, son budget est important. Et de ce fait, elle essaie souvent de manipuler les organisations. Elle veut imposer sa volonté à une organisation internationale. Et quand ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'elle fait? Comme on l'a fait dernièrement avec l'Organisation internationale de la santé. Je ne paie pas mes cotisations, je ne paie pas mes droits. Bien sûr, la conséquence, on peut exclure, on peut neutraliser la participation de l'État. Ou attendre les changements à venir. Et donc c'est ce qui s'est passé. Le premier président, il dit on se retire, on ne participe plus, on ne paye pas. Des États viennent et disent on va essayer de combler dans le budget de l'État